Première partie, le point de vue neuroscientifique. Je voudrais insister, ça a déjà été fait, donc je vais aller assez vite ici, parce que j'ai insisté sur la plasticité neuronale et ce qu'on entend par là. Pour être très concret, je vais me référer à deux auteurs, deux prix Nobel d'ailleurs, Eric Kandel et les mécanismes de la mémoire. C'est quelque chose de tout à fait intéressant et étonnant. Bon, il y en a une qui a disparu, c'est pas grave. Donc, si vous voulez, en fait, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Kandel, c'est un biologiste qui a travaillé sur l'aplysie. Qu'est-ce que c'est que l'aplysie? L'aplysie, c'est un mollusque qui vit dans la mer. Donc, un animal d'une primitivité navrante, dirons-nous. Hein. Mais en travaillant sur cet animal, c'est d'ailleurs très intéressant. Ils parviennent à faire des expériences où ils montrent qu'il y a deux types de mémoire. Vous me direz, c'est quoi la mémoire de l'aplysie? Eh bien, c'est un mollusque, vous prenez un petit bâton, hein, vous touchez le manteau, il se rétracte, puis il ne se passe rien. Eh bien, vous touchez le manteau une dizaine de fois. L'animal mémorise qu'il ne se passe rien. Ça dure 24 heures. Vous réessayez 24 heures après, il se rétracte à nouveau. Si pendant une dizaine de jours, je ne donne pas les détails, hein, si pendant une dizaine de jours, vous faites cet exercice 50 fois pendant 1 heure, la mémoire est là pour 1 mois. Eh bien, Kandel, expérimentalement, met en évidence qu'il y a deux mémoires chez l'aplysie. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors précisément, comme il travaille sur l'aplysie, l'avantage que ce soit un animal primitif, il a 5 neurones dans tout et pour tout. Bon. Autrement dit, vous pouvez travailler au niveau neurologique. Et il a mis en évidence le fait que dans la mémoire à court terme, il y a tout simplement une accumulation de glutamate au niveau du bouton synaptique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, dans la mémoire à long terme, eh bien, vous avez une modification de la structure même de la synapse. Ça veut dire qu'il y a des prolongements de la cellule qui fait qu'il y a une modification profonde, une complexification de la synapse elle-même. Mais pour cela, il faut faire appel à l'ADN, enfin, il faut faire appel à tout le système de synthèse protéique de la cellule. Bien. Nous sommes chez l'aplysie. C'est exactement la même chose chez l'humain. La mémoire à court terme se caractérise par une accumulation de médiateurs chimiques dans certains synapses. La mémoire à long terme se caractérise par une modification profonde de la structure. Des études ont été faites sur les musiciens. Vous prenez un violoniste, c'est le paradoxe des violonistes, c'est qu'un paradoxe apparent. Au fond, le droitier, il prend son violon et c'est la main gauche, il fait tout le boulot. Qui fait le boulot technique? L'interprétation, c'est l'archet qui fait le boulot. Bon, donc, vous comparez le cerveau d'un violoniste avec le cerveau d'un non-violoniste. La main gauche a une représentation en système moteur qui a un volume 5 fois supérieur chez certains violonistes par rapport à la moyenne des humains. 5 fois supérieur. Mais ça veut dire quoi? Mais que notre comportement structure notre cerveau. Notre comportement structure notre cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui est le produit, c'est pas le cerveau qui produit le comportement. Et effectivement, le cerveau produit le comportement, il faudra le montrer. Mais il y a un boucle en retour qui fait que le comportement structure le cerveau. Mais pour la question de la réduction, pour la question de l'explication, c'est un élément absolument décisif. Deuxième bonhomme dont je voudrais vous parler, Gerald Edelman. Gerald Edelman, il développe ce qu'on appelle la théorie de la sélection des groupes neuronaux. Bon, qu'est-ce que c'est? L'oratrice précédente y a fait allusion. Dans la croissance de l'enfant, bien entendu, il y a toute une série de systèmes qui se mettent en place de manière strictement déterministe en fonction du programme génétique. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le bootstrapping. Ça veut dire qu'il y a une sorte de connectivité folle qui se crée entre tous les centres. Et le centre de la motricité, les centres de la sensation et les centres émotifs, il y a ce qu'on appelle, se crée une connectivité énorme, de telle sorte que lorsqu'il y a un déclenchement dans un des centres, tout ça se transmet aux autres centres. À quoi ça sert? Mais c'est fantastique. Comment un enfant apprend-il à marcher?
Si on était déterminé strictement en fonction du génome, ce serait comme au moment de la puberté, quoi, si vous voulez. Bon, à un moment donné, tac, il y a un gène qui se déclenche, et puis l'enfant trouve la bonne position, parce que le gène lui dit. C'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe, l'apprentissage? Étant donné qu'il y a une connectivité énorme, il y a plein de possibilités d'apprendre. Tout qui a déjà vu un enfant apprendre à marcher, ou à plusieurs enfants, moi ce qui m'a toujours frappé, c'est que chaque enfant a sa manière d'apprendre à marcher. Il fait un premier effort, il fait 2 pas, il se casse la figure. S'il se casse la figure contre le radiateur, c'est inscrit dans sa structure, dans la connectivité du cerveau. Et si à côté de lui, il dit « mais c'est bien mon gars, vas-y, tout là », ou bien si c'est la différence la plus complète, c'est inscrit dans la structure du cerveau. De telle sorte qu'il reviendra à cette posture si elle a été valorisante, et il essaiera une autre posture si elle n'est pas valorisante. De telle sorte que par la méthode des essais-erreurs, avec toute la dimension affective qui est associée au comportement, il en arrivera, bien entendu aussi avec l'imitation et de ce qui s'ensuit, mais il en arrivera à la posture de la marche, suivant une stratégie qui lui est absolument propre. De telle sorte que 2 frères jumeaux, ils ne marchent pas de la même manière, ils n'ont pas appris de la même manière, ils n'ont pas le même cerveau. La connectivité fine de notre cerveau est le reflet de tous nos comportements. Je vais un peu plus loin. Parce qu'Edelman, si vous voulez, intègre, et c'est en ça que j'aime bien ce nom, parce que c'est un des rares neurophysiologistes qui me donne l'impression, si vous voulez, d'essayer d'intégrer ça dans une posture philosophique tout à fait crédible en termes généraux. Vous me direz, c'est pas son rôle. Je trouve que si. Enfin, je veux dire, au moins, ça facilite le dialogue. Edelman parle de 2 niveaux de conscience. La conscience primaire, la conscience animale, et la conscience d'ordre supérieur, la conscience humaine. Il fait très sec dans cette ambiance. C'est quoi la conscience primaire? C'est le présent remémoré. Il y a des cultures animales. Non seulement il y a une conscience animale, mais il y a des cultures animales. Ça veut dire quoi? Que le rapport à l'environnement chez les animaux est médiatisé par tout un apprentissage. Mais cet apprentissage prend la forme, dit Edelman, de scènes remémorées. Si vous voulez, on ne peut pas imaginer, si vous voulez, qu'une antilope qui voit arriver un lion, il se dit « qu'est-ce que c'est ce gros machin noir ?» Elle a l'expérience de la vie de savoir que c'est un prédateur dangereux. Il n'est même pas impossible de penser qu'elle reconnaît celui qui l'a raté il y a 15 jours. Bon. Mais ça, c'est une forme de conscience. Pour avoir ce type de conscience, il s'agit d'avoir un cerveau développé qui accumule une série d'informations. Non seulement il accumule une série d'informations, mais il s'agit de mobiliser les informations pertinentes au bon moment. Ça, c'est la conscience animale, pour Edelman. Ça veut dire que c'est une conscience qui s'inscrit dans une temporalité courte. À un moment donné du comportement, j'ai besoin de mobiliser tout ce que je connais, et c'est vrai pour la proie, comme c'est vrai pour le prédateur. Vous savez comme moi que le guépard est l'animal le plus rapide au sol, au niveau mondial. Il pique des points de 70, enfin bon, ça va peut-être jusque ça va, j'en sais rien, mais on s'en fout, mais gros, il va vite. Bon. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le mec, s'il fait une pointe de 100 km/h, il est crevé pour 3 jours après. Bon, donc ça veut dire qu'il doit réussir son coup. Autrement dit, l'intelligence, les stratégies de prédation sont corollaires, si vous voulez, des moyens qui sont mis en place, et par conséquent, il y a même une sorte de coévolution dans l'intelligence, dans la relation proie-prédateur. Et ça, c'est la conscience animale qu'Edelman qualifie, disons, esclave du présent. Au fond, c'est les stimuli de l'instant présent qui déterminent l'information qui vient au cerveau. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal dans ces conditions-là?
Pour Edelman, l'être humain est un animal doué de langage. Et le langage articulé, en plus, parce qu'il n'y a pas que l'humain qui a un langage, je reviendrai éventuellement sur cette question. Mais le langage articulé a cette particularité qui est une déconnexion entre le système de représentation et ce qui est représenté. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Je viens de vous parler du guépard. Toutes et toutes ici, vous avez une image de guépard en tête, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre le mot guépard et l'image de guépard? Il n'y a rien. Un pur arbitraire, qui est d'ailleurs culturel. Être humain, c'est quoi? C'est avoir à sa disposition un système langagier qui donne un système de représentation qui est un lieu de médiation par rapport à la réalité. L'être humain, l'être au montre de l'humain, c'est que son rapport à la réalité est médiatisé par le langage. Mais si c'est médiatisé par le langage, ça veut dire très concrètement que d'une part, vous pouvez intégrer cela dans une temporalité longue, parce que vous faites la distinction entre ce que vous voyez maintenant, ce que vous avez vu il y a 15 jours, et ce qui se passera dans 10 ans. Donc il y a une inscription dans une temporalité longue, il y a une capacité d'imagination, une distinction qu'on peut faire entre ce que l'on voit et ce qu'on imagine. Ça, c'est la thèse d'Edelman. La thèse, oui, et que j'aime beaucoup, si vous voulez, dans ce schéma, l'humain est un animal doué de langage. Mais toutes les structures animales restent présentes. Si vous voulez, ça demanderait de plus longs développements, mais on est dans une culture très marquée par la pensée augustinienne et par la pensée platonicienne qui porte un mépris sur le corps, par conséquent un mépris sur l'animal. Mais avec une perspective pareille, au contraire, il y a une grandeur de l'animal. Quand on voit les singes qui se baladent d'arbre en arbre, on trouve ça marrant, bien entendu. Mais ce n'est pas seulement marrant, c'est génial sur le plan technique. Donc si vous voulez, et alors quand on roule en bagnole, on se dit parfois, merde, il faudrait que je fasse attention, j'ai raté une sortie. Mais dites-vous bien que c'est l'animal, c'est tous les fonctionnements automatiques qui sont là, qui sont quasi animaux, je ne veux pas. Je veux dire, notre structure corporelle est le fruit de toute une évolution et bénéficie de tout l'affinement du rapport à l'environnement qui est porté par l'animal. Et on parlait d'Eden Hazard tout à l'heure. Moi, j'ai joué au foot toute ma jeunesse, mais c'est fantastique. Vous avez un rapport au corps dans le foot qui est absolument prodigieux. Donc, vous voyez, il y a une sorte de réconciliation avec le corps et même avec l'animalité. Il y a de la grandeur dans l'animal. Ça, c'est ce que nous dit Edelman. Et il débouche sur ce qu'il appelle une anthropologie unitaire. Enfin, c'est moi qui la qualifie d'unitaire, mais parce qu'Edelman se donnait pour but de naturaliser la conscience. On n'a pas besoin de présupposer qu'il y a une âme substantielle, différente du corps pour comprendre l'humain. Les neuroscientifiques peuvent vous faire comprendre l'humain sans recourir à une âme substantielle différente du corps. Ça, c'est le point de vue biologique très clair. Je reviendrai sur le sujet si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Edelman développe l'esquisse d'une anthropologie que je trouve intéressante. 3 concepts. L'idiosyncrasie. Alors, idios en grec, ça veut dire la spécificité. D'ailleurs, c'est intéressant de le voir. J'ai commencé à quelle heure, là? Non, parce que j'ai de la parole jusque quand? Parce que ça, il faut tout prix. Est-ce que quelqu'un peut répondre? J'ai ma montre, j'ai oublié de regarder le début. Jusqu'à 45, ça va. Oui. J'ai eu un moment d'angoisse. Bon, l'idiosyncrasie. Non, mais c'est intéressant parce que l'idios en grec, ça veut dire la spécificité. En français, ça a donné l'idiot. Je trouve que c'est quand même fort. En français, si vous n'êtes pas dans les règles, vous êtes un peu fadard. Pourtant, l'anglais, c'est une langue idiomatique. D'accord? Bon. Donc l'idiosyncrasie, chez Edelman, c'est dire que chaque individu est unique. Le cerveau de chaque individu est unique. Et il va même plus loin, je ne fais qu'esquisser ça. À partir du moment où vous avez des processus de mémorisation qui sont inconscients, l'inconscient freudien ne dit rien d'autre. L'enfant qui s'est cassé la figure contre le radiateur,
Ce n'est pas un traumatisme irréversible, mais n'empêche que c'est inscrit dans la structure fine de son cerveau. Et si se casse la figure dans les escaliers, aussi. Si ça passe 6 mois, probablement qu'il ne s'en souviendra jamais, mais que c'est quelque chose qui fait partie de sa personnalité, point. Autrement dit, si vous voulez, chaque individu est unique, et dans cette unicité, il y a moyen d'intégrer des processus inconscients. Deuxième caractéristique de l'humain, la conscience intentionnelle. Troisième caractéristique de l'humain. Si ce que j'ai dit est correct, dit Edelman, l'être humain est muni d'un certain degré de libre arbitre.